Bienvenue sur Estimez-vous, le podcast pour ceux qui cherchent à accompagner en conscience la génération de demain, mais qui trop souvent oublient qu'ils sont la génération d'aujourd'hui. Estimez-vous, c'est une discussion authentique et bienveillante qui cherche à nous relier à l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Parce qu'il est toujours temps de venir planter des graines d'amour de soi. Moi, c'est Christelle. Et si je devais me présenter à vous en quelques mots, je vous dirais que je suis une personne passionnée, qui s'est donnée pour mission de permettre à ceux qui l'entourent de vivre en harmonie et en accord avec leurs valeurs. Maman de 2 petites têtes blondes, professionnelle de l'hypnose et de la nutrition, au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont choisi d'aller mieux. Et à travers ce podcast, j'avais à cœur de rassembler le village, dont nous aurions bien besoin pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Dans cet épisode, je reçois Hélène. Et laissez-moi vous dire qu'elle est... fabuleuse. On y parle du tsunami qu'elle a vécu à la naissance de ses jumeaux il y a 9 ans. Du premier jour du reste de sa vie. De ses blessures, mais aussi de celles des femmes qui l'ont élevée. De perfectionnisme que l'on transforme progressivement en perfectionnement. De honte qui laisse place à la saine culpabilité. Mais aussi du village qui l'entoure et de celui qu'elle a fait naître. Si vous avez envie d'en découvrir un peu plus, alors je vous souhaite une belle écoute. Salut Hélène! Si tu veux bien, je vais déjà commencer par te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent. Waouh! Alors, c'est une bonne question. Alors déjà, la première, qui tu es, c'est une question ouverte, donc c'est toujours difficile de décider par où commencer. Euh, je suis Hélène, je m'occupe d'une communauté de mamans qui s'appelle Fabuleuse au foyer. Ce qui m'anime dans la vie, c'est c'est de rappeler aux gens à quel point ils sont fabuleux. Et pourquoi est-ce que ça change tout? C'est parce que quand on s'aime soi-même, c'est quand même le point de départ de beaucoup moins de soucis dans la vie. Voilà. Et avec qui je partage ma vie, en premier avec mon mari, qui s'appelle David. On est mariés depuis 12 ans. Quand j'y pense, ça me donne le tournis. On est mariés très jeunes et on a vécu pas mal d'aventures ensemble. Je partage ma vie avec nos 4 enfants, Adelin et Roman qui ont 9 ans, nos jumeaux, et puis Cassandre, 2 ans et demi, et Victoire, 1 an. Voilà, donc avec 2 grands gars et 2 petites puces qui, chacun à leur manière, m'ont beaucoup chamboulé et beaucoup fait grandir. Et je partage ma vie aussi avec toute mon équipe, l'équipe qui m'entoure sur le projet des Fabuleuses. Voilà, on est 12 personnes à plein temps et ces gens-là font bien partie de ma vie. Une deuxième famille? Une deuxième famille, ouais, je pense qu'on peut vraiment dire ça. Et puis je partage ma vie aussi avec des gens qui prennent soin de moi. Voilà, je ne pourrais pas ne pas citer ma psy, ma coach, ma prof de sport, la nounou de mes enfants, et voilà, ma voisine, et tous ces gens qui sont mon village. On dit qu'il faut un village pour élever les enfants, et moi je dis qu'il faut un village aussi pour soutenir les parents. Ah, ça me parle pas mal. Ça me parle même complètement. Et du coup, d'ailleurs, tu parles de tes enfants, mais si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es, quelle est la première chose que tu me répondrais? Waouh! Je suis une maman qui aime bien s'amuser et qui a tendance à vite l'oublier. Voilà. Ok. Je suis une maman qui... je pense qu'un de mes talents, c'est de mettre pas mal de fun et de drôlitude dans la vie de famille. Mais qu'en même temps, je suis vite rattrapée par mes émotions. Et dans ces moments-là, je passe en mode un peu, je dirais pas militaire, non, c'est pas le bon mot, mais en mode un peu
Robot? Robot, ouais. Je peux devenir un peu dure et oublier le plaisir de l'instant présent. Voilà, j'ai beaucoup et beaucoup essayé de travailler là-dessus les dernières années. Puis ce qui est assez intéressant dans mon expérience de la maternité, c'est que bah, je suis devenue maman il y a 9 ans 2 fois, puisque ça a été avec des jumeaux, et que je revis une sorte de doublé, hein, puisque mes filles ont 16 mois d'écart, mais que j'ai beaucoup changé et beaucoup grandi et beaucoup Ouais. appris. Et voilà, enfin, je vais pas te mentir, hein, c'est parfois hyper galère et je suis souvent à bout de nerfs et tout. Mais ouais, je trouve que je suis une maman quand même Plutôt vachement plus fun. drôle. Ok. D'ailleurs, si tu t'es fait venir ici, c'est effectivement parce que bah, pour tous tes partages, tout ce que tu apportes, à mon sens, à toutes ces mères, à toutes ces fabuleuses, comme tu les appelles. Je trouve ça génial. Et puis dans ton parcours, dans ton histoire, effectivement, il y a ce qui t'a mené a priori. Enfin, dis-moi, hein, tu te permettras de me dire si c'est pas exactement ça, mais j'ai cru comprendre que les fabuleuses sont nées à la suite de ton épuisement maternel. Donc c'est intéressant effectivement de voir qu'il y a cette distance entre ces deux maternités. On va faire comme s'il y en avait que deux, Ouais, comme tu le disais, elles sont ouais. assez proches les deux dernières. Et cette différence et comment tu as évolué dans tout ça. Mhm. Donc ça c'était important pour moi. Ce Ouais. podcast il est là pour qu'on puisse parler de cet épuisement-là et qu'on puisse te dire qu'il y a des pistes aussi pour s'en sortir. J'aimerais citer un passage dans des articles que tu as écrits et pour qu'on puisse en reparler juste après, si tu veux bien. Volontiers. Tu as mis dans un article, oserais-je dire un fabuleux article d'ailleurs, nos enfants viennent à nous pour que nous reconnaissions nos blessures et affrontions courageusement les limites que ces blessures ont engendrées en nous. La maternité a fait partie des grandes vagues de ma vie. Elle a mis tout en vrac, et pas seulement ma maison, ma voiture et mon organisation. Elle est venue tout chambouler dans ma tête et mes émotions. Devenir mère a été une déferlante sur mes certitudes et mon envie de tout contrôler. Et cette envie de tout contrôler dont tu parles là, ça fait aussi écho à un passage de la postface du livre Maman, maman, maman que tu as écrit pour Cécilia. Dans ce passage, tu as mis « Quand mes jumeaux sont arrivés, je me suis sentie submergée par la vague et bien souvent j'ai cru m'y noyer pour de bon. Alors sans le savoir, j'en suis arrivée à l'étape suivante de mon scénario, les solutions de facilité. C'est la phase de l'histoire où le héros essaie de régler le problème à sa manière, sans sortir de sa zone de confort. Pour moi, ça a été le perfectionnisme. Si je gère tout parfaitement, alors je serai digne d'être acceptée. Mais ce faux ami qui m'avait vendu de l'amour et la connexion m'a finalement laissée seule et dépitée, derrière une façade mensongère de maman qui gère. » Tout ça, on le sait aujourd'hui, ça fait partie des facteurs qui favorisent l'épuisement maternel. Je pense au contrôle, au perfectionnisme. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu sais pourquoi c'est arrivé chez toi? Ah oui, 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 oui. Enfin, alors bon, on ne sait jamais. Je pense que nos histoires sont quand même le résultat d'énormément de facteurs et on ne peut pas tout analyser et on ne peut pas tout comprendre. Et parfois, c'est bien aussi de se laisser un petit peu porter. Mais oui, j'ai beaucoup d'éléments de réponse quand même et d'éclairage parce que j'ai eu la bonne idée d'aller frapper à la porte d'une psy. Et soit dit en passant, ça a été le premier jour du reste de ma vie. Euh, voilà, pour moi, c'était quand même, il y a quelques années, on disait encore aller voir quelqu'un, tu sais, parce qu'on n'osait pas utiliser le mot et que c'était quand même un peu un truc de loser, quoi. Et oui, j'ai mis du temps à accepter que j'avais besoin de cette aide. Et donc, on a relu mon histoire ensemble, cette première thérapie. J'en ai fait une deuxième. Voilà, je suis encore suivie aujourd'hui, hein. Maintenant, ça fait partie de mon hygiène de vie. Et donc, en lisant mon histoire, en fait, j'ai réalisé que j'avais toujours été cette petite fille solaire. Voilà, les gens déjà depuis toute petite avaient cette image de moi. D'ailleurs, Hélène, ça vient de Hélios, le soleil, tu vois, c'est les rayons lumineux. Et en fait, cette Hélène solaire s'est construite
pour essayer d'être une petite fille parfaite, que tout le monde aime. Et elle a toujours fait ça. Je pense que ça a toujours été moi de le faire, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Et ma maman a fait elle aussi un travail sur elle les dernières années, et puis on a pu pas mal débriefer toutes les deux de manière très ouverte. Et elle, en fait, en tant que jeune maman, euh, a vécu dans des contextes pas très encourageants où en fait elle était jugée dans sa maternité à elle. Et voilà, elle m'a dit clairement qu'elle m'avait utilisé moi comme un outil pour prouver notamment à sa propre mère, à elle, qu'elle était capable d'être une bonne mère. Voilà. Donc ça fait un peu peut-être psychologie de comptoir, mais voilà, clairement là, il y a un truc un peu carrément 100% générationnel qui s'est mis en place, voilà, de petites phrases qui peuvent sortir par-ci par-là. Et voilà, ma grand-mère est une femme exceptionnelle que j'admire énormément, ma mère aussi, mais chacune a eu voilà, sa propre histoire, ses propres défis à relever, et je leur suis extrêmement reconnaissante de l'avoir fait. Dans cette, tu vois, dans cette course de relais géante entre générations où chacun fait son bout de chemin. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, mais ça veut dire, je pense qu'on peut avancer un petit peu voilà, le bâton de la conscience de soi pour permettre à nos enfants d'avoir un point de départ qui est un tout petit peu plus avancé que le nôtre. Voilà. Ouais. Donc, ma mère a eu ses défis avec sa propre maman. Moi, j'ai eu les miens avec ma maman. Et clairement, mes enfants, ils se sont un peu pris ça dans la tête. Et ça, voilà. Et j'imagine, et je leur souhaite, hein, quand leur temps sera venu, d'aller relire leur propre histoire aussi. Il faudrait que je mette de l'argent de côté pour les aider à financer leur thérapie. Plus tard pour régler ce qu'ils auront à régler par rapport à voilà aux choses où moi j'aurais pas forcément été bien alignée, et je sais qu'il y en aura. Et d'ailleurs pareil avec leur papa. Les deux parents comptent dans l'histoire, je pense. C'est chouette parce que déjà j'entends le fait que tu dises en fait voilà tu penses à tes enfants au plus tard et en même temps tu seras ce modèle de maman qui parlait tout à l'heure d'hygiène de vie quant au fait de demander de l'aide et de faire une thérapie et de dire en fait voilà c'est juste une manière de prendre soin de moi. Au moins tu leur auras montré ce modèle là aussi qui est plutôt un chouette modèle. En même temps tu disais tout à l'heure dans l'extrait je veux dire que je lisais tout à l'heure tu as mis nos enfants viennent pour que nous reconnaissions nos blessures. Donc les nôtres aussi les nôtres aussi vont avoir besoin de travailler sur ça, sur certaines choses. Et en fait, dans cet article, il me semble que c'est l'article où je cite le travail d'une dame que je trouve, dont le travail est vraiment exceptionnel, qui s'appelle Shefali Tsabari, qui a écrit ce livre que moi j'ai lu en anglais sous le titre The Conscious Parent, et il a été traduit en français Parents-enfants, grandir ensemble. Je trouve que le titre français est un petit peu moins parlant, parce qu'elle explique justement qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais parents, mais il y a des parents conscients et des parents non conscients de ce qui est en train de se jouer dans les dynamiques, et de ce qui est en train de se jouer quand un enfant vient réveiller chez nous une blessure qui vient de notre propre enfance. Et plus on va être dans la conscience, plus on va être, non pas parfait en tant que parent, mais plus on va être en mesure de laisser les enfants faire leur job dans notre vie, c'est-à-dire nous élever. On croit qu'on nous, on doit élever nos enfants, mais dans un sens plus, si j'ose dire, spirituel. Quelque part, c'est eux qui nous élèvent, c'est-à-dire que c'est eux qui nous amènent à une plus grande conscience et qui ouvrent cette porte de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, voilà, je m'aime comme je suis, je m'aime avec mes ratés, je m'aime avec mes imperfections. Et c'est en réalité le plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants. Parce que quand je me juge, quand je m'aime pas, quand je me déteste,
J'ai beau dire oui, oui, non, mais il n'y a qu'avec moi que je suis exigeante. Mes enfants, je les aime plus que tout. Et en fait, c'est absolument pas vrai parce que c'est un petit peu comme le tabagisme passif. Tu vois, on croit qu'on est les seuls à respirer les fumées, mais tous ceux qui sont dans la pièce les respirent avec nous. Donc même si bien sûr, on ne dira jamais à notre enfant, ah, si tu ne me ramènes pas un 20 sur 20, je ne t'aime plus. Jamais on dira ça. Mais nos enfants sont des éponges et ils nous voient être durs envers nous-mêmes. Ils nous voient nous juger nous-mêmes. Et même s'ils n'entendent pas des phrases dures, voilà, il y a ces fumées dans la pièce. Ouais. Et voilà, donc laissons les enfants nous élever. J'aime beaucoup les métaphores et cette métaphore-là du tabagisme passif, elle me parle bien. Euh, je te disais tout à l'heure en off que effectivement je fais l'instruction en famille avec mes filles et j'ai vu que ça avait réveillé chez moi. Alors moi aussi j'ai un travail thérapeutique et en cours depuis plusieurs années qui me fait énormément de bien. Mais là j'ai vu que ça fait que quelques mois qu'on est en instruction en famille et ça a réveillé d'autres trucs encore. Tu vois, là aussi j'ai ma petite fille intérieure de dire ah oula il y avait quelques petits traumas à cacher là-dessous à l'intérieur. Donc, ouais. Merci pour ce partage, il est important. Merci aux enfants vraiment de venir faire ce boulot en nous et bravo aux parents comme toi qui ont ce courage parce que ça demande quand même beaucoup de courage. Parce qu'on se met quand même en position de vulnérabilité, mais c'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même et à nos enfants. Ouais, ouais, c'est pas confortable, quoi. Ouais, Mais ça apporte beaucoup, je pense, ouais. exact. Et du coup, quand tu disais, là, voilà, quand tu as évoqué le fait que tes enfants allaient aussi peut-être un jour devoir aller en thérapie, j'entends derrière un petit mot comme ça qui revient souvent dans la maternité, j'entends culpabilité, culpabilité. Du Ouais. coup, j'entends ça et j'aimerais te poser une question, d'ailleurs, c'est une question que je pose toujours. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, le souvenir qui te fait te sentir particulièrement coupable depuis que tu es devenue mère? Un souvenir. Waouh. Euh, Parce que tu disais, je t'ai déjà entendu, alors je ne sais plus si je l'ai entendu d'ailleurs ou si je l'ai lu, mais je l'avais noté. Tu dis que la culpabilité, elle a démultiplié ton épuisement. ouais, 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 complètement. Parce que l'épuisement, en fait, il peut venir de facteurs très logistiques, j'allais dire, tu vois, enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'on est épuisé? Déjà parce qu'il y a la fatigue physique, ensuite parce qu'il y a l'organisation familiale, parce qu'on essaye d'être toutes les femmes en une, etc., etc. Et en fait, avec la culpabilité, on ajoute un deuxième problème au premier, et le deuxième est encore plus important puisqu'on rentre dans une guerre envers soi-même et qu'on devient non pas son allié, alors qu'on aurait tellement besoin d'une alliée dans cette période compliquée de l'arrivée des enfants dans une famille, et on devient sa propre ennemie. Donc en fait, on se met des bâtons dans les roues et c'est encore pire. Bon, je pourrais t'en raconter plein, des souvenirs de culpabilité, mais je garderai ce souvenir. Mes enfants avaient 2 ans et demi, 3 ans. Les journées étaient longues, 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 longues. J'étais en congé parental pour m'occuper d'eux. Et voilà, je n'avais entre guillemets que ça à faire de m'occuper d'eux et j'y arrivais pas. Donc je me jugeais énormément. Et j'ai eu la bonne idée de répondre au téléphone en leur présence, sauf que évidemment, ils étaient très jaloux de l'attention que je donnais à la personne au bout du fil. Et donc, euh, et donc ils se mettent à hurler pour voilà, pour me gâcher mon coup de fil. Enfin, ça, c'est Ça, c'est l'histoire qui est dans ma tête. En fait, ils hurlaient juste pour hurler dans leur monde, j'imagine. Enfin, bref. Et donc, il hurle de plus en plus fort. Moi, je m'énerve, j'essaye de finir ma conversation. Et puis, du coup, je quitte la pièce et je m'enferme ailleurs, en fait, pour pouvoir finir mon coup de fil. Ça dure 3 minutes. Je raccroche, je reviens. Et là, il y a ce silence suspect, tu sais, Mm. et des petits bruits de rire étouffés qui viennent de la cuisine. Et j'arrive dans la cuisine et ils avaient fait une bataille d'œufs. Donc, ils avaient sorti 2 douzaines d'œufs et ils avaient fait une bataille avec les 24 œufs. Donc, il y en avait partout, sur la table, sous la table, sur le frigo, dans le frigo. Et en fait, comme il y avait l'histoire des œufs, je me souviens particulièrement de ce moment. Mais en fait, des moments comme ça, il y en avait tous les jours. Où en fait, je leur ai hurlé dessus, mais des choses que j'oserais vraiment pas répéter dans ce podcast.
Et non seulement il y avait l'intensité sonore, mais il y avait aussi les phrases que j'ai dites, en fait, qui étaient juste terribles. Où je les accusais, en fait, d'être la source de tous mes maux, quoi. Et Tout est en fait, il y a eu sorti. ce moment. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis. Ouais. J'étais en rage, en fait. J'étais vraiment en rage. Euh, et je rigole, mais c'est pas drôle. Ça doit être le petit rire nerveux, mais et en fait, j'ai un de mes fils qui, pendant que je hurlais, en fait, m'a regardé avec des yeux apeurés en se bouchant les oreilles. Et ça a été vraiment un très grand moment de culpabilité Ouais. pour moi, en me disant là, en fait, je suis précisément la mère insécurisante que je voulais pas devenir, quoi. Là, je suis en train de le traumatiser. Je me voyais moi-même en train de faire le truc traumatisant, quoi. Ça a été, ouais, un moment de culpabilité. Et encore une fois, c'était pas une fois. Je me souviens de celle-là en particulier, mais c'était pas une fois. Et là, c'était le cercle vicieux, c'est-à-dire que, en fait, je leur criais dessus. Après, je m'enfermais dans ma chambre pour pleurer de leur avoir crié dessus. Et puis après, je revenais crier. Enfin, ouais, c'était pas une période sympa. Mais c'était ouais, on sent que là, c'est le fond de la piscine, Ouais. quoi. On est bien au fond de la piscine à ce moment-là. Ouais. Ouais, et puis mon état émotionnel faisait que ça n'allait évidemment pas mieux dans ma relation avec mon mari. Notre couple était en crise tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on comptait plutôt les moments où on arrivait à se parler de manière apaisée que les disputes, quoi. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On se dit, ah tiens, on s'est disputé, parce que bien sûr, on se dispute encore, mais le ratio s'est inversé, quoi. Tant mieux. Mais justement, où est-ce que tu l'as rangée, toi, cette culpabilité? On sent aujourd'hui dans ton histoire, tu disais voilà, combien tu as évolué. J'imagine que malgré tout, la culpabilité peut encore faire partie de ta vie, juste qu'elle est peut-être comme baissée en termes de volume beaucoup. Où est-ce qu'elle est rangée, cette culpabilité aujourd'hui? Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour la ranger dans le bon tiroir, c'est de comprendre que la culpabilité, c'est très utile. Heureusement que ça existe, hein, la culpabilité. Ça sert à quoi? Ça sert à nous prévenir qu'on a traversé une ligne et qu'on a pu faire du mal aux autres. Et que là, ce serait intéressant d'aller réparer ou d'essayer de trouver une solution pour réparer le mal qui a été fait. Donc la culpabilité, elle est utile. Les gens qui ne se sentent pas coupables, sont des gens qui sont quand même capables de foutre bien le bordel sur Terre. Donc, c'est important d'être capable de la ressentir et de savoir comment faire. Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de comprendre qu'il y a une différence entre la culpabilité, donc je transgresse une règle, une loi, voilà, et la honte. La honte, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il n'y a pas de transgression. J'ai pas fait quelque chose qui va faire du mal à quelqu'un, mais j'ai peur. La honte, c'est j'ai peur du jugement extérieur. J'ai peur de ce que les gens vont penser de cette personne qui fait telle action. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que 95% des choses pour lesquelles je me sentais coupable, en fait, il n'y avait pas de transgression en soi. J'avais pas fait du mal à quelqu'un. C'était de la honte, en fait. C'était je ne suis pas assez, je ne fais pas aussi bien qu'elle, que va penser ma mère, que va dire la voisine qui m'entend gueuler à longueur de journée, comment est-ce qu'on peut être une mère et une épouse aussi à chier pour les gens que pourtant j'aime le plus au monde. Et en fait, c'était une peur du jugement extérieur et intérieur aussi, hein, puisque j'étais évidemment mon propre bourreau et une exigence envers moi assez dingue. Donc en fait, les 5% qui étaient de la culpabilité réelle et qui étaient utiles, je me suis retroussé les manches et puis j'ai essayé de réparer. Voilà, j'ai appris à demander pardon. J'ai appris à demander vraiment pardon parce que comme le fait de demander pardon, tu vois, comme j'ai appris à m'aimer, ça détruisait plus mon identité d'avouer que j'avais fait une erreur et de demander comment je pouvais la réparer. C'était plus un problème en fait d'avoir cette humilité,
puisque en fait, ça ne détruisait pas qui je suis et ça n'enlevait rien ça n'enlevait rien à mon estime de moi-même. Et pour les 95% des choses pour lesquelles je n'étais pas coupable, mais juste honteuse de ne pas être la superfée du logis, honteuse d'être quelqu'un qui a quand même un carburant très émotionnel. Voilà, je suis comme ça. J'ai pas à me sentir coupable d'être De vivre d'être pleinement ses émotions. j'allais dire d'être une drama queen. Voilà, de vivre pleinement ses émotions. Mieux que moi. Voilà, voilà. C'était beaucoup plus de la honte que de la culpabilité. Et donc, celle-là, bah, j'apprends à la gérer en vivant une vie de vulnérabilité, pour reprendre le mot de Brené Brown, en apprenant à être vulnérable, à me montrer comme je suis, et puis à prendre le risque que ça fasse mal si quelqu'un me juge, mais en me rappelant que plus je suis vulnérable, plus je suis authentique, plus justement je détruis les mécanismes de honte. Parce qu'en fait, la honte, mais le seul moyen de lui enlever de la puissance, c'est qu'il y en a un qui commence à parler et les autres disent ah toi aussi, ah bon bah c'est bon, je me sens moins seule et c'est bon. C'est exactement ce que tu fais avec les Fabuleuses, finalement. Ouais, Pouvoir, clairement. pouvoir Je dire... désamorce la honte en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je désamorce la honte et puis à partir de là, on peut travailler sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et donc, bien sûr, on a une vie de famille qui est complexe parce que personne n'a dit que c'était facile, mais on ne se rajoute pas la double peine en plus de ça, se juger soi. C'est chouette. D'ailleurs, tu parlais du coup de l'estime. Comment elle a évolué, la valeur que tu t'accordes? Je l'entends derrière, hein, derrière tout ce que tu viens de nous dire, mais si tu devais conclure peut-être ça, comment ça a évolué depuis le début de ta maternité? Ouais. Je pense que ce qui a évolué a été beaucoup dans la pratique, beaucoup dans l'hygiène de vie. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'étais au fond du trou, c'est des mots qui me faisaient peut-être un peu peur. Estime de soi, oui, mais il faut s'aimer soi-même, oui, mais comme je ne savais pas ce que ça veut dire, ben, je me jugeais beaucoup en me disant, ah non, mais moi, je ne sais pas m'aimer, d'ailleurs, je ne sais pas aimer les autres, et puis d'ailleurs, ça va avoir des conséquences sur mes enfants. Ben justement, en tabagisme passif, bon, bah, alors ça veut dire que les miens, ils vont être mal fichus à vie, enfin voilà. Et en fait, du coup, ces grands concepts, comme ils ne voulaient pas dire grand-chose pour moi au quotidien, ben, mon estime de moi, en fait, pour moi, elle signifie des actes. Tu vois, le sens que je lui donne, c'est des actes très concrets. Ça ressemble à, quand je vais pas bien, sortir mon cahier et m'écrire à moi-même des choses que j'aurais aucun problème à écrire aux fabuleuses, mais c'est très très dur de me les dire à moi. Voilà. Donc ça, pour mon estime de moi, c'est ce cahier où je m'écris. Mon estime de moi, c'est m'arrêter en pleine journée, m'enfermer aux toilettes et faire un petit exercice de cohérence cardiaque. Voilà. En fait, c'est poser ma main sur mon cœur, essayer de sentir mon cœur qui bat. Euh, et puis, ouais, et puis mon estime de moi, c'est en fait, c'est en toute situation faire un truc contre-intuitif, c'est-à-dire essayer de quitter le rôle de juge et de devenir mon avocate. Voilà, j'essaye de non pas me trouver des excuses, parce qu'encore une fois, s'il y a des trucs que j'ai foirés, ben voilà, je demande pardon et puis j'essaye de réparer, mais de me trouver des circonstances atténuantes. Et en fait, ça m'aide énormément, ça m'aide énormément. Elle est là, mon estime de moi. C'est quand encore l'autre fois, là, j'ai crié. Et ben en fait, je me suis arrêtée et j'ai regardé ce qui se passait. Je me disais, ah bah oui, bon, en même temps, j'ai envie de dire que là, on a tous eu le Covid et ça fait 3 semaines qu'on est à la maison tous les 6. Il y a eu des gastros. Il y a la toute petite qui se réveille de nouveau la nuit et la moyenne petite qui se lève tous les matins à 5 heures.
Et oui, là, il est 5h15 et tu es à bout de nerfs et tu cries, alors qu'en fait, c'est la dernière chose que tu veux faire puisque tu es en train de réveiller les autres. Bon, voilà. Et en fait, juste le fait de me chercher des circonstances atténuantes, ça m'apaise et ça me rappelle que, comme nous tous sur cette terre, je suis un être humain, que non, je ne fais pas des sans fautes et ça m'aide à m'estimer moi-même et à me souvenir que à côté de ça, il y a plein de trucs que je gère plutôt bien. Que toi aussi, tu es une fabuleuse, du coup. Et Exact. tes yeux se posent sur ce que tu réussis à faire. En gros, j'entends, Ouais. plus que ce que t'as pas fait exactement comme tu voulais. Donc, le juste équilibre avec le perfectionniste dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est souvent la difficulté quand on est perfectionniste, on a tendance à regarder ce qu'on n'a pas bien fait. Plutôt que... Donc Exactement. là, j'entends que, ok, je reste, de toute façon, peut-être ça fait partie de mes traits, traits de personnalité, et du coup, oui, être perfectionniste en même temps, c'est chouette, ça veut dire qu'on essaye de faire au mieux, mais juste, Mhm. c'est juste positif, c'est en train de devenir juste positif. Et je préfère, j'ai changé du coup de vocabulaire d'ailleurs, je préfère la recherche d'excellence. Tu vois, Ok. oui, je cherche l'excellence dans tout ce que je fais. Ça, c'est évident. Mais la recherche d'excellence permet la marge d'erreur. Et il y a un autre mot que j'aime bien utiliser, c'est le perfectionnement. Hmm, C'est-à-dire super. qu'on fait de mieux en mieux. Mais pour pouvoir faire de mieux en mieux, il faut commencer quelque part et il faut faire des erreurs. Donc, alors que le perfectionnisme, c'est exactement ce que tu disais, c'est je fais 95% et après je me bloque sur les 5% que j'ai pas pu faire ou que j'ai pas pu très très bien faire. Et c'est ça Hmm. que je retiens. Le perfectionnement, c'est waouh, j'ai fait 95, c'est énormissime. Et puis la prochaine fois, on fera 96. Ce sera très très bien. Super. Pour conclure, est-ce que tu pourrais Tu parlais tout à l'heure du village. Alors, le Oui. village, on va y revenir, hein, parce que d'ailleurs, peut-être pour terminer, on va parler de ton village, de celui que Mhm. toi, tu crées. Mais si là, à cet instant, tu avais une dernière pensée pour des jeunes parents, des nouveaux parents, des parents qui sentent qu'ils sont en train de perdre pied à cet instant, qu'est-ce que tu leur dirais juste? Je leur dirais, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas les seuls, déjà. Moi, c'est la première chose qui m'a aidée à commencer à sortir la tête de l'eau, c'est de lire, d'entendre les témoignages d'autres mamans, d'autres papas, justement pour dégonfler cette honte. Et j'aurais envie de leur dire, quand maman va, tout va. Quand papa va, tout va. Et franchement, se mettre en priorité en tant que parent, c'est un service rendu à toute la famille, vraiment. Je Et on crois. peut avoir l'impression qu'on abandonne nos enfants parce qu'on va s'offrir une soirée à deux ou parce qu'on va donner le relais, transmettre le relais pour aller dormir un peu. Et franchement, ouais, c'est facile à dire comme ça et je sais que quand on est dans la situation, on peut avoir plus de mal à lâcher, mais vraiment, prenez soin de vous en priorité, quoi. Alors c'est bateau parce qu'on l'a entendu 1000 fois, mais dans les avions, on ne met pas le masque en premier à notre enfant ou à une personne en danger. Le masque d'oxygène, c'est d'abord soi pour pouvoir aider les autres. Ouais. Donc, ouais, rendez service à tout le monde en vous occupant de vous et en C'est une, prenant soin de vous. c'est une métaphore qu'effectivement, comme tu dis, qu'on a peut-être entendue en fait, mais moi je l'utilise tout le temps aussi. Parce que je crois je te dis, j'aime beaucoup les métaphores et je Ouais, trouve qu'elle illustre très bien les choses en fait. Et puis ça abaisse là aussi le sentiment peut-être ouais, de honte dont tu parlais tout à l'heure, de dire attends, est-ce que... Ouais, en fait, bah non, en fait, là, parce qu'il n'y a pas de raison là, de culpabiliser si je prends mon masque à oxygène, c'est juste normal. Donc c'est de la honte que je suis en train de ressentir si je me... et exactement. C'est Donc, juste normal et en plus de ça, c'est cadeau pour les autres. Enfin, tu vois, c'est même pas les autres ne seront même pas lésés. Ils oui, vont y gagner derrière. c'est ça. Ouais, super, merci. Je te parlais du village. Si je ne me trompe pas, le village, ton village, il va rouvrir ses portes. Au moment où le podcast va être diffusé, puisqu'on enregistre un peu avant, et il y a un podcast qui sort par mois le premier dimanche du mois. Donc il sortira le Ok. premier dimanche d'avril.
Je crois que ce sera Ok. juste avant la fermeture des portes. Exactement. Tu es bien renseignée. Du coup, est-ce que tu veux nous parler de ce village? Qui peut t'y rejoindre? Et quel est le Ouais. but de ce village? Mais moi, il y a quelques années, j'ai commencé ce blog des Fabuleuses, hein. Au départ, c'était un blog personnel où voilà, je racontais ma vie de maman avec le plus d'authenticité possible. Et puis, de plus en plus, j'ai commencé à recevoir des messages de gens qui disaient «Oh, mais c'est pas possible, mais t'as mis des caméras chez moi, mais c'est une histoire de ma vie. Et merci, ça fait du bien juste de se sentir moins seule.» Comme quoi, en fait, voilà, avant même d'avoir donné le premier conseil, les gens, ils se sentent juste déjà mieux de ne pas être les seuls. Et puis après, tout ça s'est développé et puis j'ai lancé le mail du matin. Donc l'idée, c'est de permettre à toutes les fabuleuses de se donner 3 minutes pour elles toutes seules, tous les matins. Alors, chaque mail ne contient pas toute la sagesse du monde, hein. C'est plutôt une excuse, c'est comme une sorte de ding-ding qui arrive dans ta boîte de réception pour dire, voilà, enferme-toi aux toilettes, offre-toi 3 minutes à toi toute seule, juste pour lire un truc qui te fait du bien et qui te rappelle de prendre soin de la fabuleuse qui est en toi. Et puis, en fait, il y a des lectrices qui ont eu envie d'aller plus loin et qui disaient, en fait, toute cette théorie me parle, mais en fait, ça ne change rien à mon quotidien parce que je ne me mets pas en action. Et là, j'ai commencé à lancer des défis. J'ai créé un premier programme en ligne qui s'appelle justement Quand maman va, tout va. Puis c'était un programme de 21 jours où il y avait un groupe assez exceptionnel de mamans qui étaient en mode soutien, trop beau, les unes avec les autres. Et puis on relevait des défis quotidiens. Puis au bout des 21 jours, elles me disent on ne veut pas que ça s'arrête. En fait, on a trouvé une communauté de soutien qui est juste qui nous fait juste trop de bien et on va juste pas supporter en fait de se retrouver de nouveau chacune toute seule dans notre coin. Et puis on se rend compte que les outils qu'on a mis en pratique, parce qu'encore une fois, lire des bouquins, enfin je veux dire, on a tous accès aujourd'hui à 1000 trucs de développement personnel et tout ça, mais qui les met vraiment en pratique? Et surtout parmi les mamans, hein, on n'a vraiment aucun temps pour ça. Et voilà. Et du coup, avec cette première promo, enfin cette promo de cette première formation de 2017, on s'est dit, ben, allons-y. Moi, au fond de moi, je tremblais, je me disais, mais qui est-ce qui va s'abonner à un truc sur la durée? Qu'est-ce qui va me suivre dans une aventure comme ça, longue? Les gens, ils veulent des trucs qui vont vite. Et en fait, voilà, je leur ai demandé ce qu'elles en pensaient. Elles disaient, non, non, mais nous on est prêtes en fait à embarquer dans un truc sur la durée parce qu'on a envie de rester ensemble, on a envie de rester en mouvement. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la première promo du village en 2017. Et l'idée, c'est de se donner une année entière pour révéler la fabuleuse qui est en nous, concrètement via 12 défis. Comme je le disais avant, en fait, on peut avoir des grands concepts sur l'amour pour soi, mais concrètement, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Donc voilà, c'est ces 12 défis qu'on relève chaque mois, un par mois, à commencer par le mois d'avril. Et on se donne le temps pendant un mois de vraiment ancrer cette pratique comme une habitude quotidienne. Super. Et on se crée une sorte de sac à dos, de réflexe d'amour pour soi qu'on peut dégainer à tout moment. Ça dure une année et en une année, on a le temps de voir un changement assez dingue, quoi. Donc, au bout d'un an, d'ailleurs, au moment où on enregistre ce podcast, on est la veille de la remise de diplôme de la promo de cette année. Donc, demain, c'est la grosse fiesta. Et puis, en fait, on a déjà reçu plein de témoignages des fabuleuses villageoises de cette année qui nous disent oh, mais je regarde dans le rétroviseur et je m'épate moi-même, quoi. J'en reviens pas de cette sérénité, de cette énergie, de cet amour que j'ai retrouvé. Voilà, donc l'idée, c'est que c'est des contenus, hein, c'est des modules en fait de formation, mais notre sauce magique à nous les fabuleuses, c'est que pendant cette année-là, en fait, grâce au soutien de mon équipe, je peux en fait de manière très régulière mettre des petits coups de pied au derrière aux participantes via 1000 piqûres de rappel. Donc, ça va être des gazettes papier qu'on va leur envoyer dans la boîte aux lettres, ça va être des événements digitaux mais aussi réels, ça va être des lives et des émissions qu'on fait pour se retrouver tout ensemble. Ça va être des Zooms géants où on papote les unes avec les autres. Ça va être des événements aussi
entre elles, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont se retrouver chez une hôtesse qui dit « Ah ben moi, je suis là, qui veut me rejoindre ?» Et puis, elles vont suivre une émission tout ensemble. Enfin, voilà. Donc, c'est BD, c'est voilà. 1000 choses qui font qu'elles baignent dans un bain de fabulosité et que en fait on s'arrange pour que pendant au moins une année elle n'ait aucune chance d'oublier de prendre soin d'elle. C'est Voilà. super, bravo et merci pour elle, ça donne terriblement envie. Ce beau programme, enfin voilà, je te dis, tu le sais maintenant parce que je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi la notion d'apaisement et cette petite graine qu'on peut planter, elle est hyper précieuse et hyper importante pour moi et je sens comme ça plein de graines apparaître et plein d'apaisement pour toutes ces femmes et je trouve ça génial. Bravo à toi. Ben écoute, merci beaucoup à toi vraiment pour ton accueil. Merci aussi de parler de ce village à ta communauté et puis bravo à toi pour ton travail et pour cet apaisement que tu distilles goutte à goutte. C'est hyper précieux. Et puis voilà, je le ressens aussi chez toi, vraiment ce cœur que tu as pour les gens et puis voilà, juste pour leur transmettre les pépites que toi tu trouves sur ton chemin. Donc ouais, un grand bravo vraiment pour ton boulot. Ça me touche, merci beaucoup. Et puis du coup, on te dit à bientôt. À bientôt. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt sur Estimez-vous.